Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Vous avez regardé, j'imagine, comme les 36 millions de Français, l'allocution d'hier soir du président qui a annoncé donc cette fin progressive, cette levée progressive du confinement à partir du 11 mai. Sauf que ce matin, on a Christophe Castaner qui nous dit en gros que cette date du 11 mai n'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif mais pas une certitude. Et là, on se dit, mais la parole présidentielle, cette date du 11 mai, elle n'est pas gravée dans le marbre? C'est une évidence pourtant, et le président de la République a été très clair. Il a dit qu'il fallait maintenir les mesures de strict confinement jusqu'au moins au 11 mai, et que notre objectif était, à partir du 11 mai, de pouvoir à la fois faire redémarrer la vie économique et sociale, faire redémarrer aussi l'enseignement, notamment dans les écoles, pour terminer l'année scolaire. Évidemment, et nous l'avons toujours dit, le président de la République a insisté à plusieurs reprises sur ce point, comme le Premier ministre. Nous sommes face à une épidémie dont l'évolution est par nature incertaine, et si le système de santé français a su faire face en multipliant par presque 3 le nombre de lits de réanimation, en évitant que certaines régions soient particulièrement touchées, nous avons toujours le risque, soit d'une deuxième vague de l'épidémie, soit d'une évolution négative de celle-ci. Il y a un confinement strict jusqu'au 11 mai, et ensuite notre objectif, pour reprendre ce terme, est de pouvoir sortir progressivement du confinement. Donc objectif, mais pas certitude. C'est ce qui a toujours été dit, et je crois que depuis le début, je ne crois pas, je suis même certain, depuis le début de cette crise sanitaire, depuis cette période de confinement, le Premier ministre, le Président de la République, l'ensemble des membres du gouvernement ont toujours dit que les objectifs que nous fixons, les calendriers que nous avançons, sont évidemment conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire et aux avis des médecins. C'est comme cela qu'on protège le mieux les Français. Bon, mettons-nous dans cette perspective d'une sortie progressive à partir du 11 mai. Tout le monde donc pourra sortir à sa guise, si j'ai bien compris, à compter de ce jour-là, sauf les personnes âgées, a dit le président, et ceux qui sont fragiles et vulnérables. Et là, on s'est dit, enfin, je me suis dit, je ne suis pas le seul. Une personne âgée, c'est quoi dans la bouche du président? C'est 60, 70, 80 ans? C'est ce qui a été au cœur de l'intervention du président de la République, la volonté que le gouvernement puisse présenter dans les 15 jours ce qu'on appelle un plan de déconfinement. À la fois organiser la reprise de l'activité économique, nous en avons déjà très peu parlé, mais un peu parlé, réorganiser le démarrage de la vie sociale, mais garantir aussi des mesures de protection pour les plus fragiles. Les plus fragiles ne sont pas définis que par leur âge, ils sont aussi définis par leurs conditions, tout simplement leur vulnérabilité, le fait de souffrir de telle ou telle pathologie. Par exemple, nous avons une liste de pathologies arrêtée par le Haut Conseil de la santé publique. Cette liste a justifié que les agents publics qui en souffrent soient immédiatement placés, soit en télétravail, soit en autorisation spéciale d'absence, pour qu'ils ne soient pas exposés. En l'absence de maladies chroniques, encore une fois, une personne âgée, c'est quoi? 60, 70, 80? On ne le sait pas pour l'instant, c'est pas défini. Si vous me pardonnez, mais je pense que dans une période comme celle que nous vivons, il est important que chacun reste concentré sur son champ de compétences. Le ministère de la Santé et des Solidarités, sur les sujets médicaux, sur les sujets sanitaires, sur les sujets de prévention médicale et sanitaire, doit arrêter, comme il a déjà arrêté des décisions, doit arrêter certaines décisions, des propositions pour accompagner la sortie du confinement. La pire des choses dans une période comme celle que nous vivons, c'est de créer de la confusion. Donc laissons le temps au temps. Nous avons 15 jours, l'ensemble du gouvernement, pour arrêter les modalités de sortie du confinement dans cette hypothèse du 11 mai qui est notre objectif. Oui, parce qu'effectivement, il y a une foule de questions qui se posent, évidemment, sur l'usage du masque aussi. Est-ce qu'il sera obligatoire à partir du 11 mai ou uniquement dans les transports en commun? Vous comprenez que, donc en gros, le gouvernement a 15 jours pour trancher sur l'âge, sur l'usage ou pas, encore une fois, du masque dans les transports en commun. Nous avons collectivement, au sein du gouvernement, 15 jours pour présenter à la fois au président de la République, mais à travers lui aux Français, les modalités d'une sortie du confinement, si tant est que l'objectif du 11 mai est atteignable, et je le répète, nous savons que nous devons observer des mesures de strict confinement jusqu'au 11 mai, et ensuite nous espérons, parce que la manière dont le système de santé répond et fait face à cette épidémie nous permet d'avoir cet espoir, pouvoir mettre en œuvre ces modalités. Mais je le dis à nouveau, au risque d'être redondant, il y a, vous l'avez dit, 1000 questions qui peuvent être techniques, mais qui sont aussi très politiques, qui touchent aux relations entre les hommes et les femmes, qui touchent à l'organisation même de la société, qui doivent être abordées.
et que nous allons prendre le temps d'aborder pour fixer un certain nombre de décisions, pour fixer des principes et ensuite les partager. Oui. Le président qui a reconnu, Olivier Dussopt, que nous étions loin de l'immunité collective, c'est quand même un vrai sujet. Donc ça signifie qu'on a ce risque qu'il faudra prendre quelque part avec toutes les garanties, enfin voilà, les précautions d'une nouvelle flambée de contamination et donc ce risque d'une deuxième vague quand on sortira du confinement. La question et le risque d'une seconde vague est un risque qui se pose partout dans le monde. Les premiers résultats dont les différents gouvernements disposent montrent qu'effectivement le pourcentage de population qui a été en contact avec le virus est, dans tous les pays qui ont procédé à ce type d'études, un pourcentage qui est bas, plus bas que ce qui peut être habituellement observé ou de ce que les scientifiques pouvaient attendre. Et donc il y a forcément ce risque qui implique un certain nombre de précautions, celles sur lesquelles nous allons travailler, ce qui implique aussi, comme l'a dit le président de la République, de prévoir la possibilité de tester dès le premier symptôme et d'isoler celles et ceux qui seraient testés positivement, ce qui implique aussi de ne jamais lever la garde, de ne jamais baisser la garde, pardonnez-moi, tant sur le confinement, au moins jusqu'au 11 mai, que sur, après le confinement, le respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires pour éviter les risques de contagion. Justement, Olivier Dussopt, vous parlez des tests, c'est intéressant parce que pourquoi tester uniquement ceux qui ont des symptômes, a dit le président, on ne va pas tester tous les Français, il a dit ça n'a aucun sens. Mais pour beaucoup de médecins, justement, ça aurait du sens et certains se disent, mais si on ne teste pas tout le monde, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'en a pas les capacités. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans une période comme celle-ci, il fallait éviter la confusion et il faut savoir aussi éviter de s'exprimer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas directement et personnellement. Bon. Je ne suis pas médecin, vous le savez, vous non plus je crois. Il y a des avis médicaux, des décisions et des orientations qui sont arrêtées par le président de la République et le Premier ministre en fonction des avis médicaux et du conseil scientifique. Et comme membre du gouvernement, et je pense que cela vaudrait pour tous les responsables politiques, ce sont à ces avis que je me range et ces préconisations que je respecte. Oui. Sur les aides aux entreprises, là on est dans votre champ de compétences, elles seront prolongées, renforcées, nous dit le président. On peut avoir quelques infos sur celles qui seraient renforcées, enfin en tout cas une tendance, une direction? La loi de finances rectificative qui sera présentée demain au Conseil des ministres par Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et moi-même prévoit un certain nombre de modifications. Faire en sorte de prolonger les aides, je pense notamment au Fonds de solidarité. Je pense au prolongement des dispositions qui permettent le report des échéances fiscales et sociales. Le président de la République a aussi ouvert le champ à un certain nombre de dispositifs d'exonération ou d'annulation. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai envie de vous entendre, Olivier Dussopt, là-dessus. On était sur des reports. Là, effectivement, il a parlé d'annulation de charges. Dans certains secteurs les plus exposés, ça fait partie des choses que nous regardons. Mais vous m'avez demandé d'illustrer la question du renforcement des dispositifs de soutien aux entreprises. Ouais. Le fonds de solidarité qui permet d'aider les indépendants à hauteur de 1 500 € par mois dans des conditions techniques extrêmement simples gérées par la Direction générale des finances publiques. Ce fonds de solidarité qui était doté initialement dans la première loi de finances rectificative d'1,5 milliard d'euros va être doté de 7 milliards d'euros. Le fait que nous puissions renforcer les aides, c'est aussi faire en sorte que les budgets consacrés au chômage partiel puissent passer dans la première loi de finances rectificative de 5,5 milliards d'euros à 16 milliards d'euros au total par l'ajout de 10,5 milliards à l'occasion de l'examen de la loi. Bruno Le Maire a parlé de 24 milliards d'euros de coûts. Oui, en tenant compte du total des engagements de l'État et de l'UNEDIC. Okay. Oui, il faut prendre en compte l'UNEDIC aussi. Ok, donc ça c'est pour le renforcement. Et pour la question des annulations de charges, encore une fois, de charges sociales ou fiscales, ça sera quoi? Sectoriel, au cas par cas, en fonction de la taille de l'entreprise? Le président de la République a tracé une piste et il a évoqué les secteurs les plus touchés, notamment dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. C'est aussi à l'aune des résultats économiques, de la situation des entreprises, de ce qui va être constaté par les services de l'État, que ces décisions seront arrêtées. Il y a aujourd'hui des dispositifs de report de charges, au cas par cas, lorsque la situation le justifie, la possibilité d'exonération, d'annulation est déjà ouverte par le droit commun. Le président de la République souhaite qu'il y ait un effort particulier sur des aspects sectoriels. C'est ce à quoi nous travaillons avec l'ensemble des services des ministères économiques et financiers pour trouver à la fois la bonne cible, le bon calibrage et surtout apporter la bonne réponse pour permettre à notre économie de passer cette difficulté, ce cap d'un confinement qui est long et qui se traduit par un arrêt de très grande partie de pans entiers du secteur économique. Sur les modalités justement de ces annulations de charges, on en saura plus quand selon vous? Très rapidement, mais il faut aussi laisser à nos services et à nous-mêmes
Ouais. le temps de travailler pour fixer les bonnes modalités. Un certain nombre des annonces que nous évoquons ont été faites hier soir, arbitrées dans la journée d'hier, et nécessitent évidemment un travail technique qui permet d'annoncer les choses lorsqu'elles sont posées, réglées et opérationnelles pour les principaux intéressés, c'est-à-dire les entreprises. Un petit mot de la fraude au chômage partiel, on l'évoquait juste avant avec l'OFCE. Le gouvernement met en garde, on l'a vu ce week-end, contre de possibles abus. Ça va très mal se passer pour les entreprises concernées, a dit votre collègue Agnès Pannier-Runacher à Bercy. Elle nous parle de contrôle. Quelle forme vont prendre ces contrôles et est-ce que ces abus sont légion ou c'est à la marge? Parce qu'on sait que c'est un dispositif qui coûte cher. Hein. La question n'est pas forcément de faire face à des abus qui seraient légion. Mais un certain nombre d'exemples ont été rendus publics sur des entreprises ayant recours au chômage partiel tout en demandant à leurs salariés de continuer à travailler à distance. Vous pensez à qui là? À SFR, envisageable. Il y a d'autres entreprises qui ont recours au chômage partiel alors que, objectivement, en fonction de la réalité de leur compte, ce besoin n'est pas avéré. Nous avons aussi en tête un certain nombre de structures qui peuvent, sur le papier, si vous me permettez cette expression, être éligibles au chômage partiel alors que leurs ressources sont garanties par des subventions publiques et donc ne connaissent pas la baisse que connaissent les entreprises qui voient leur chiffre d'affaires s'évanouir et leur activité s'arrêter pendant le confinement. Donc c'est une vigilance dont nous faisons preuve, à la fois parce que c'est justice et que les moyens publics ne doivent pas être détournés de leur objectif, et parce que nous voulons concentrer nos moyens sur les secteurs qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés pour passer la crise. On peut imaginer que ce dispositif, Olivier Dussopt, soit réaménagé parce que son coût est très élevé, mais son efficacité est probante, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais voilà, il y a un coût qui est élevé, on pourrait imaginer de le réaménager comme dans d'autres pays avec moins de générosité. Nous sommes dans un objectif qui a été rappelé au début de notre entretien, qui est une sortie progressive du confinement à partir du 11 mai, même si un confinement strict est de toute manière, de toutes les façons observé jusqu'à cette date du 11 mai. Et donc, nous ne sommes pas encore dans cette optique-là. Nous avons un dispositif qui est généreux, vous l'avez dit, qui est protecteur. Il permet de protéger le pouvoir d'achat des salariés concernés par le chômage partiel. Il permet de protéger et de conserver les compétences dans l'entreprise, qui est extrêmement utile pour le redémarrage et la reconstruction de l'économie. Il nous reste quelques instants passés ensemble, Olivier Dussopt. Laurent Berger a jugé indécente l'idée qui a été mise par votre collègue Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, pour qui elle avait dit qu'il faudrait probablement travailler plus à l'issue de cette crise, cette épidémie de coronavirus. Vous défendez votre collègue ou vous prenez vos distances? Il y a toujours une solidarité gouvernementale, mais je ne suis pas là pour arbitrer les propos entre tel et tel. Il y a aujourd'hui une situation que nous connaissons, qui est une situation de crise grave, avec une prévision de croissance qui est à moins 8%, oui, et une prévision de déficit public qui sera à moins 9%, en fonction des éléments que nous connaissons. Il va falloir reconstruire. Il va falloir redémarrer notre activité économique, redémarrer l'industrie. Donc il faudra mettre les bouchées doubles, c'est ça? Et faire en sorte de minimiser la casse, puisque nous sommes aussi avec cet objectif-là en tête. Est-ce qu'il est aujourd'hui le moment d'imaginer, comme l'a exprimé le président du MEDEF, de revenir sur tel ou tel acquis, de telle ou telle disposition? Je ne crois pas. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises et les Français qui sont dans la difficulté, accompagner tous les Français, ceux qui ont un emploi qui pourrait être menacé, et nous avons évoqué le chômage partiel, accompagner les Français les plus vulnérables, et c'est le sens de l'annonce faite par le président de la République d'une allocation spéciale pour celles et ceux qui sont le plus dans la précarité, le plus dans la fragilité économique. C'est faire en sorte, pour ce qui me concerne plus particulièrement, d'assurer le bon fonctionnement des services publics et la continuité de l'État avec l'ensemble de mes collègues, mais plus particulièrement du côté de la fonction publique. Et ensuite, nous aurons à reconstruire et à nous poser toutes les questions qui se poseraient là. Dernière question, Olivier Dussopt. Encore une fois, Laurent Berger nous dit la réforme des retraites n'est plus d'actualité. C'est vrai qu'on a Gilles Legendre ce week-end, qui est président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui dit si cette réforme empêche le pacte républicain de se conclure, elle devrait être mise de côté. Dit clairement, ça veut dire que cette réforme des retraites est abandonnée. Je pense qu'il faut raison garder et dire les choses en leur ton. Aujourd'hui, nous sommes avec une perspective, avec un cap, mais nous ne savons pas, vous l'avez évoqué, si cette épidémie, à la fois en France, mais à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'Europe, va perdurer pendant combien de temps. Nous ne savons pas si telle ou telle région du monde, y compris la nôtre, aura à connaître une deuxième vague ou un retour de l'épidémie. Et donc nous ne savons pas quelles seront les conséquences exactes sur les mois et les années qui viennent. Là aussi, et comme je disais pour les questions économiques,
faisons les choses dans l'ordre. Pendant quelques jours, vous avez pu constater comme moi que l'immense majorité des commentaires médiatiques avaient comme objectif de prévoir ce qu'allait dire le président de la République, de lui attribuer la volonté de prononcer telle ou telle phrase, d'annoncer telle ou telle décision, sans même que aucun des commentateurs ou aucun de ceux qui se livraient à ce jeu de pronostic n'en sache quoi que ce soit. Et donc, dans une période là aussi, comme celle que nous connaissons, prenons le temps de regarder les choses dans l'ordre. Et nous saurons, lorsque nous sortirons de cette crise, lorsque nous aurons véritablement vaincu cette épidémie et surmonté la crise sanitaire, nous saurons quelles sont les priorités, nous saurons les arrêter à ce moment-là. Et on en reparlera ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Olivier Dussopt, secrétaire d'État en charge de la fonction publique, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.